Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Le Rassemblement national monte au créneau sur la question de la filière électricité. Pourquoi s'empare-t-il d'un sujet apparemment très technique ? Ah oui, ça je vous confirme que la question est très technique, puisqu'il s'agit de gérer l'électricité produite par EDF dans le cadre d'un système qui s'appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, où il est question de l'adoption d'une programmation pluriannuelle de l'électricité. Il y a des enjeux de stratégie d'EDF, d'ailleurs, qui ont conduit à l'éviction de son patron sortant, Luc Rémont. Bon, tout cela est très complexe, mais le Rassemblement national a décidé d'en faire un sujet politique. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'à l'arrivée, c'est le coût de l'électricité qui est en jeu, et le RN reproche au gouvernement d'imposer des investissements dans les énergies intermittentes, dont 37 milliards pour le raccordement des éoliennes en mer. Donc le parti de Jordan Bardella estime que la hausse du coût de l'électricité posera un problème de pouvoir d'achat pour les particuliers et un problème de compétitivité pour les entreprises qui verront leur facture énergétique s'alourdir. Vous le voyez, un argument social, ça c'est une constante pour le RN qui soigne son électorat populaire, mais aussi un argument économique, et ça c'est plus nouveau pour le parti Le Peniste qui veut ainsi montrer au monde des entreprises qu'il s'intéresse aussi à lui. Aux questions d'actualité, le député Jean-Philippe Tanguy a accusé le gouvernement de déni de démocratie. Quel est le lien avec la stratégie énergétique ? On en revient au départ, cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe des objectifs en matière de production et de consommation sur 10 ans, donc jusqu'en 2035. Et le gouvernement veut la faire adopter par décret au début du mois d'avril. Et donc ce que dit le Rassemblement national, c'est que pour des investissements de cette ampleur, de l'ordre de 100 milliards d'euros, il faut un débat au Parlement, d'autant plus que c'est ce qui serait prévu par la loi énergie-climat, pourtant votée par un gouvernement macroniste en 2019. Et en montant ainsi au créneau, le RN vise un double objectif. 1. Se poser en chantre de la transparence démocratique quand le gouvernement est accusé de vouloir agir en cachette ou à la sauvette. Et 2. Rouvrir un débat stratégique en défendant, en gros, plus de nucléaire et moins de renouvelables. Ça encore, c'est une constante du RN qui espère ainsi être applaudi par tous ceux qui ne veulent plus de ces forêts d'éoliennes, notamment en mer. Sans débat parlementaire sur cette stratégie énergétique, le RN menace d'une motion de censure. Alors, est-ce que c'est du bluff ou il faut les prendre au sérieux ? Ah non, il faut les prendre très au sérieux, car après avoir épargné François Bayrou depuis 3 mois, Marine Le Pen veut régler ses comptes avec l'exécutif. Et la chute de popularité du Premier ministre d'un côté, l'énervement croissant de la gauche sur la question des retraites de l'autre, rendent à nouveau plausible une censure à l'Assemblée. Et puis le RN a besoin de remobiliser des sympathisants qui avaient été un peu déboussolés, par exemple par la mansuétude de leur parti à l'égard de Richard Ferrand, nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Et puis on le sait bien, la technique n'est jamais loin. À quelques jours du jugement du procès sur les assistants parlementaires, le RN veut montrer qu'il n'est pas tétanisé par l'hypothèque judiciaire, mais plus que jamais déterminé sur le terrain politique. Comme vous. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr. Et maintenant, l'invité de la matinale. À demain, Guillaume. L'industrie européenne de l'armement peut-elle rattraper son retard sur les États-Unis, s'entend ? Les États peuvent-ils encourager la création de géants européens ? La préférence européenne en matière d'armement est-elle possible ? Je pose ces questions à l'invité de la matinale. Bonjour Marwan Laoud. Bonjour David Abiker. Vous êtes associé chez Messier et Associés, ancien directeur général délégué d'Airbus et ancien président de MBDA, le fabricant de missiles, donc tout à fait qualifié. Pour évoquer les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, ces dernières semaines, l'Europe a pris acte d'un changement stratégique radical dans sa relation avec les États-Unis. Les industriels de l'armement ont-ils vu le vent tourner avant les politiques ? Il ne faut pas être prétentieux. Les industriels de l'armement n'ont pas vu. La France avait toujours tiré la sonnette d'alarme. Le général de Gaulle, déjà dans les années 60, disait « les Américains ne seront pas toujours là ». Les industriels français, les industriels européens existent parce qu'il y a toujours eu cette réflexion. D'ailleurs, sur les marchés à l'exportation, les concurrents, ils sont américains. Ils ne sont pas russes, chinois, rarement. Ils sont américains. Donc l'industrie était déjà préparée, en tout cas dans son état d'esprit,
à une situation où il n'y a pas d'Amérique. Elle était donc un peu sur le qui-vive, mais pas assez. Mais depuis quelques jours, quelques semaines, l'Europe ou ses représentants vendent à l'opinion un investissement dans l'industrie d'armement de 800 milliards. Les milliards, c'est bien, surtout pour communiquer, mais quelle est la réalité derrière ce chiffre mirobolant ? La réalité n'est pas connue dans son détail. Donc tout ce que je vais dire, c'est des recoupements. Néanmoins, on comprend que dans les 800 milliards, il y a des dérogations permettant de ne plus comptabiliser les dépenses de défense dans les critères de Maastricht, dans les limites des critères de Maastricht. Ce qui fait beaucoup d'argent, mais c'est pas de l'argent nouveau. Il y a aussi des initiatives, notamment l'initiative du Fonds européen de défense lancée en 2017, qui existe déjà, qui finance de la recherche fondamentale, qui finance de l'innovation, c'est très bien, mais il ne s'agit pas d'une réponse à une menace nouvelle. À l'Ouest, rien de nouveau, c'est ce que vous nous dites. Et puis, il y a des reliquats, des fonds qui étaient disponibles. D'une certaine manière, on fait un peu de comptabilité et on donne un chiffre qui permet... 800 milliards, c'est le budget de la défense des États-Unis. Donc, c'est pour montrer que nous avons le même niveau. Je pense qu'il est temps de sortir de la comptabilité et de se mettre au travail. La comptabilité toujours, on comptabilise dans ces efforts les pensions des militaires. Alors les pensions des militaires, c'est des dépenses extrêmement légitimes, mais ça ne contribue pas, les pensions de retraite, hein. Oui, c'est parce qu'ils sont à la retraite que c'est pas... Ça ne contribue pas à la défense. C'est pas signifiant. Alors comment sortir du complexe d'infériorité qui est celui des Européens en matière de technologie et d'armement ? Quels sont nos atouts et dans les États européens, les États qui comptent dans ce domaine de la défense ? Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Pour avoir passé 30 ans de ma vie dans cette industrie, nous faisons face, nous tenons tête, nous gagnons face à l'industrie américaine. On gagne. Nous, pas tout le temps, mais nous gagnons. Alors que nous avons des moyens qui sont inférieurs. Nous avons des investissements qui sont fragmentés. L'Europe n'a jamais été une entité commune en matière de défense. L'industrie française n'a pas à rougir. Airbus, Dassault, Thales, pour parler de ceux que je connais le mieux, c'est-à-dire l'aéronautique, mais je pourrais aussi parler de Nexter, de Naval Group. Quand vous dites nous gagnons, Marouad Laoud, c'est qu'on gagne à l'exportation, c'est qu'on gagne des appels d'offres. On gagne à l'exportation. On gagne à l'exportation. Parfois, on se fait avoir avec les Australiens, par exemple. Oui, mais c'est le jeu du commerce. Hein, le jeu du commerce, on gagne, on perd, mais on n'est pas toujours écrasé. Donc il n'y a pas de complexe d'infériorité, loin de là. On a des technologies qui sont reconnues, on a des technologies qui sont au même niveau dans certains domaines. Pour les pays qui comptent, je vais sans éliminer, sans négliger. On a besoin de tout le monde aujourd'hui, donc il faut que tout le monde se mobilise. Mais ceux qui ont une industrie qui est assez avancée, il y a dans le désordre la Suède, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France. Et puis il y a le Royaume-Uni. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans l'Union européenne. La géographie est têtue et on parle de géopolitique, donc c'est la géographie qui compte. C'est sur cela qu'on doit compter pour bâtir cette défense européenne, et puis on doit aussi compter sur les États qui fabriquent pas beaucoup, mais qui achètent beaucoup et qui devraient acheter européen. Et qui pourraient fabriquer plus. Je pourrais parler de la Pologne, je pourrais parler de la République tchèque. Tous ces pays doivent être mobilisés, ils ont des industries plus petites, mais ils sont très motivés, très engagés. La Pologne, récemment, a encore exprimé publiquement sa volonté de s'engager en défense, mais aussi dans l'industrie de défense. Marouad Laoud, vous avez dirigé la stratégie d'Airbus, vous avez dirigé un fabricant de missiles, MBDA, par le passé. Donc vous savez comment l'industrie doit s'organiser pour répondre à des appels d'offres. Mais là, pour répondre à un défi dans le temps, avec des moyens dont vous avez rappelé avec sagesse qu'ils n'étaient pas illimités, comment s'organise-t-on ? Il faut se concentrer. Il faut se regrouper. Je ne suis pas en train de plaider pour un Big Bang où on met tout le monde ensemble. Non, il faut réfléchir, savoir quels sont les meilleurs, choisir les meilleurs. Et les meilleurs, on sait faire le choix. Ce n'est pas seulement une opinion qui à débattre. Il y a des compétences, des technologies, des performances. Les meilleurs, et autour des meilleurs, concentrés par secteur,
des grands acteurs européens. Qui sont les meilleurs? Parce que dès qu'on choisit les meilleurs, évidemment, il y a des plans sociaux, il y a des industries qui sont reléguées au second plan, et il y a des concurrences entre États. Mon expérience de la constitution du groupe Airbus, où on a regroupé 4 entreprises à travers l'Europe, mon expérience de MBDA, où on a regroupé 5 entreprises à travers l'Europe, montre qu'on est capable de faire ça si on est honnête dans l'appréciation, si on met les ingénieurs autour des mêmes problèmes. Vous savez, les ingénieurs, quand il s'agit de résoudre un problème, ils oublient leur passeport. Si l'Europe doit investir massivement dans sa défense, il faut définir des secteurs prioritaires. Quels sont-ils? Malheureusement, c'est tous azimuts. Pourquoi? Parce que nous avons investi de manière lacunaire. En France, par exemple, nous avons investi dans tous les secteurs, mais assez peu, à la hauteur de la menace de l'époque. Ce n'est pas une critique de ce qui a été fait dans le passé, c'est juste que la menace a changé. À un moment donné, on disait la France peut faire toutes les guerres, mais elle peut tenir une semaine, ce qui n'est pas ou 15 jours. C'est une façon de l'illustrer. Ça, c'est ce qu'on a fait en France. Dans d'autres pays, on a fait des choix en investissant dans une direction. La réalité, c'est que si on regroupe l'ensemble des Européens, nous avons toutes les capacités, mais en quantité insuffisante. Et puis, il y a le domaine naissant, tout ce qui concerne le renseignement, la guerre de l'information, la cybersécurité, qui est un domaine très mouvant, qui bouge très vite, et dans lequel il faut accentuer l'effort et investir massivement. Tout ça, c'est beaucoup de réunions. Les ministres de la Défense se réunissent. Demain, les États se réunissent à Paris, ou leurs représentants. Sur un plan, pardonnez-moi l'expression anglaise, managérial, il y a une réunion des grands chefs, il y a une réunion des sous-chefs. Ensuite, ils réunissent les patrons d'industrie. Ils leur disent, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il faut de la coordination, il faut beaucoup de travail et de communication. C'est un constat que j'avais eu l'occasion de faire tout au long de ma carrière. Il y a beaucoup de conférences diplomatiques et on ne commence vraiment à travailler que quand on passe au programme, c'est-à-dire quand il n'y a plus de conférences diplomatiques. C'est quand on arrête d'en parler que les choses avancent. Il faut des bons de commande. C'est ça qui excite tout le monde. Il faut des programmes, il faut des projets. Et les projets, c'est pas seulement des communiqués et des conférences diplomatiques. Marwan Laoud, qu'est-ce qui peut gripper la machine et les ambitions de l'Europe? C'est le manque de temps, c'est le manque d'argent, c'est des mauvais managers? C'est le retour à la normale. Le retour à la normale, c'est... la menace, ce n'est pas aujourd'hui la motivation, n'est pas la menace russe ou la menace du Sud ou la menace chinoise. Le grand changement stratégique, c'est la disparition du parapluie américain au-dessus de l'Europe. Donc, quel que soit l'avenir et quelle que soit l'évolution de la géopolitique, il faut que les Européens, il faut que la région Europe, on est passé de la mondialisation à la régionalisation, il faut que la région Europe se dote des moyens de son autonomie en matière de défense. Marwan Laoud, l'industrie... En 1980, en France, c'était, je crois, 20% du PIB. Aujourd'hui, c'est moins de 11%. Comment un pays, et peut-être un continent, qui a autant sacrifié son industrie, peut fabriquer, concevoir des matériels, mais surtout une filière de défense en si peu de temps? Nous avons fait des choix qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. L'Europe a des atouts. Les atouts de l'Europe, c'est avant tout la qualification et la compétence de ses ressources humaines. On a une démographie faible, mais on a une démographie éduquée. On est capable, si on le décide et si on est déterminé dans cette direction-là, à inverser la tendance. Un dernier mot, Marwan Laoud, sur le paysage rêvé de cette industrie de l'armement. Vous voyez quel type de grands ensembles, quelles entreprises, quels géants devraient pouvoir surnager et dessiner cette industrie de l'arsenal? Aujourd'hui, on a 3 à 4 groupes d'aéronautique civile et militaire. Je pense qu'il y a matière à concentrer un peu plus,
Mais dans l'aéronautique, les choses se sont déjà déroulées dans les années 2000, poussées par le civil et poussées par le besoin dans le militaire de réduire la voilure. Il y aura de la place pour tout le monde, pour les Anglais, les Français, les Italiens. Il y aura de la place pour tout le monde. On a besoin de toutes les énergies. Marwan Laoud, merci d'avoir parlé aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle que vous avez été directeur délégué d'Airbus et président du fabricant de missiles MBDA. À bientôt, Marwan Laoud. Merci. Bientôt, merci. À suivre le rappel des titres faits par une intelligence artificielle et un peu Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du jour, Anne de Guy.